Yaorana et bienvenue dans Manava. Le tourisme en Polynésie a longtemps été synonyme de plage blanche et farniente. Mais ce n'est pas que ça. Un tourisme durable et éco-responsable est une alternative qui séduit de plus en plus. Pour nous en parler, j'accueille Jean-Marc Mosselin, directeur général de Tahiti Tourisme. Bonjour. Laurence Varret, qui est adjointe au chef de service du tourisme. Bonjour. Alexandrine Van, qui est fondatrice de Nani Travels. Yarana. Et Olivier Poté, qui est directeur de Te Whare Natura. Et Yorana. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Jean-Marc, quelle est ta définition de l'écotourisme ? Alors, je ne vais pas en fait parler de l'écotourisme. Pour moi, au niveau de Tahiti Tourisme du pays, on parle plus d'un développement du tourisme durable et inclusif. Et l'écotourisme en fait partie. Mais donc, tourisme durable, pour rappeler ça à tout le monde, il s'agit donc en fait de développer le tourisme de manière responsable pour en tirer un maximum de bénéfices et limiter les effets éventuels d'un développement. Donc en termes non seulement social et économique, en termes environnemental évidemment et culturel. L'écotourisme s'insère à l'intérieur de ce vaste projet et peut-être que vos invités pourront en parler un peu plus dans les faits, quoi. Alors Laurence, si tu veux bien nous expliquer ce que fait le service du tourisme et ensuite tu nous expliqueras ce que c'est que la stratégie FM27. Oui, bien. Alors, le service du tourisme, en fait, est un service qu'on ne voit pas vraiment. Ce n'est pas comme le GIE Tahiti Tourisme qui est chargé de la promotion et de la valorisation, mais de la promotion, pardon, et du marketing. Mais le service du tourisme, en fait, on peut le voir si on est public par rapport aux aménagements touristiques qui sont réalisés. C'est nous qui sommes en charge de la réalisation. Les réglementations liées au tourisme, c'est nous qui les faisons. Notamment les classements des hébergements touristiques, la réglementation relative aux agences de voyage, bureaux d'excursion. Et puis nous avons également la gestion des sites touristiques. Une fois qu'on a réalisé, il faut gérer. Donc gérer les sanitaires, gérer l'entretien quotidien des espaces verts du site. Et puis nous avons le suivi de la stratégie de développement touristique Whare Manihini 2027. Donc c'est une stratégie qui a été élaborée de façon participative et collaborative avec les professionnels, mais avec le public aussi, puisqu'il y a eu des chantiers collaboratifs qui ont été faits et donc mis en ligne, où tout le monde pouvait participer et proposer des actions à mener dans le cadre de cette stratégie. Et la stratégie a été adoptée en fin 2022 par les institutions, donc le gouvernement, l'Assemblée de Polynésie, le CESEC, et elle s'oriente sur un tourisme inclusif et durable. Alors on va le développer un petit peu plus ensuite. Alexandrine, parle-nous de Nani Travels. Alors Nani Travels, c'est une agence de voyage du coup réceptive, mais on aime bien s'appeler un petit peu créateur d'expérience. Et vraiment, nous, notre but, c'est de montrer que nos îles sont plus que des bungalows pilotis et des plages de sable blanche, et vraiment valoriser la population polynésienne, leur histoire, parce que au tout début de l'agence de voyage Nani Travels, on a fait une petite enquête. On est allé dans la rue, on est allé voir dans toutes les différentes îles qu'est-ce que veulent les Polynésiens et qu'est-ce que pour eux le tourisme. Et en fait, ils avaient juste envie, c'était de partager leur histoire, mais leur vraie histoire. Et donc, nous, on a monté cette agence de voyage. Et puis, on est content d'être ici, de proposer des expériences un petit peu différentes et aussi qui tiennent justement en compte, comme Jean-Marc le disait, l'aspect social, culturel, environnemental. Et bien sûr, économique. Inclusif et de faire partie du décor, on va dire, et de comprendre aussi l'envers du décor et de voir Bien comment sûr. les Polynésiens vivent. Exactement. Et on y vit bien en Polynésie. Olivier, de ton côté, tu nous présentes Te Whare Natura aussi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, Te Whare Natura, donc, c'est l'écomusée de la vallée d'Opunouh. Donc, il s'inscrit dans la logique de tous les écomusées. Donc, c'est un musée d'un territoire qui fait la part belle à la façon dont les êtres humains vivent sur ce territoire. Donc, ça permet à la fois d'aborder des thématiques environnementales, mais aussi des thématiques en termes de création d'emplois, de développement d'activités économiques, puis bien évidemment les thématiques culturelles également. Donc voilà, on fait de ce beau musée une belle vitrine pour la Polynésie. Jean-Marc, comment la Polynésie s'adapte à un tourisme durable et inclusif, justement ? Est-ce que le mouvement est lancé ? Est-ce que c'est en train de prendre ? Et combien de temps ça va prendre ? D'abord, il y a l'organisation, on va dire, structurelle, administrative. Donc, on a une feuille de route avec FM27.
On a maintenant une gouvernance qui a été établie et bientôt on va avoir la première réunion du Collège du tourisme durable. Donc c'est on va dire un Les différents collège acteurs. d'experts un petit peu, voilà, qui représente un peu tout le secteur et qui va donc récolter toutes les plans d'action qu'il faut coordonner et le proposer en fait au pays à chaque fois, donc avec des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Donc ça c'est la grande picture, on va dire. Ensuite, nous au niveau de Tahiti Tourisme, nous notre mission, elle est donc de faire la promotion et du marketing. Donc il est clair que notre message s'adapte. On est de plus en plus non pas qu'on s'éloigne de la carte postale, mais on va introduire de plus On en propose plus d'autres choses en plus que la carte exactement. postale. On a recensé les actions qui ont déjà été mises en place par de nombreux acteurs, chose qui n'était pas nécessairement évidente, et on les met en valeur. Il y a un certain nombre d'initiatives que l'on lance avec le service du tourisme et le pays. Par exemple, on est en train de faire un cahier des charges et de déterminer un prestataire pour établir l'empreinte carbone du secteur touristique en Polynésie. Pourquoi ? C'est pour justement partir d'une base et savoir où on pêche, où on doit faire des efforts, etc. Donc ça, c'est juste un exemple. Il y a une multitude de travail à faire. Il faut savoir que c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à court terme, des petits gestes, ne serait-ce que à former les prestataires, à former les pensions de famille, etc., les sensibiliser. Il y a des choses qu'on doit faire qui prennent du temps, donc à plus moyen terme, et des choses qui prennent beaucoup plus de temps, comme la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, etc., qui impliquent beaucoup d'investissements et qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Sur l'échelle du pays, ça ne peut Voilà. pas se faire du jour au lendemain, il faut laisser un petit peu de temps. Alexandrine, est-ce que tu as vu une progression dans ce sens des demandes qui te sont faites des touristes ? Alors nous, on reçoit deux types de demandes. Une demande où les gens viennent directement sur Nani Travels et donc ils connaissent notre environnement, notre monde et la façon dont on voyage. Donc c'est des gens il y a une énorme demande sur on va dire, sur cette façon de voyager, une façon plus responsable, plus respectueuse, plus inclusif avec cette rencontre avec la population. Donc ça, il y a déjà une grosse demande. Et ensuite, on a des demandes de par nos partenaires qui sont un peu plus globales, donc qui ne savent pas forcément ce qu'on fait. On est juste agence de voyage réceptif. Il reste quand même beaucoup de demandes de type classique. C'est quand même plusieurs années, on va dire, de rêve. Et pour un jeune couple maintenant, la Bora Bora, c'est vraiment la destination qui fait rêver. Ce qu'on comprend, mais on essaye quand même de mixer Bora, Nukuhiva, même Fatuhiva de temps en temps. Faire un mix des deux pour leur proposer quelque chose de plus vrai, en tout cas qui nous ressemble un peu plus. Mais la demande y est encore énorme. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas la mettre de côté, de continuer à promouvoir il y a Bora Bora, il y a des investissements énormes qui ont été réalisés sur cette île, des infrastructures aussi, tant sur l'eau, les traitements des déchets, etc., qui ont été vraiment poussés parce que cette demande était très importante. Donc c'est important aussi de ne pas juste se dire non, maintenant on fait que de l'écotourisme ou du tourisme culturel, parce que ça serait mettre en péril cette économie aussi qui a été développée depuis des longues années. Donc on peut très essaie de bien faire faire les du deux. culturel le matin et aller bronzer l'après-midi. Exactement. C'est pas incompatible. Eh ben non, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Laurence, quels sont les enjeux principaux de cette stratégie ? Alors les enjeux résident principalement dans l'inclusion de la population en fait. C'est tourisme inclusif, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse participer notre population à ce tourisme. Il faut qu'on crée des emplois pérennes pour la population, qu'on diversifie également ces emplois sur les 5 archipels, pas uniquement... Pas concentré que sur la société. Voilà, ça c'est un des enjeux et puis c'est un des objectifs. Et puis le respect de l'environnement, le respect de la culture, la transmission, voilà, tout ça, ça s'inscrit dans FM27, ça, dans tous les axes de FM27. Et tourisme durable, écotourisme, c'est vraiment un des axes principaux de la FM27. Et si je peux me permettre, ça implique une sensibilisation de la population énorme. Pour que ça commence chez eux, auprès de la population. Donc là, on vient de lancer, il y a quelques semaines, une campagne de sensibilisation justement sur les 2 télévisions, et notamment des modules
sensibilisation avec le caractère là, qui s'appelle Hina et qui explique tous les soirs en fait tous les différents aspects du tourisme durable pour sensibiliser, faire réaliser aux gens pourquoi le tourisme, pourquoi durable, pourquoi inclusif et l'intérêt de cette stratégie. On a un avantage en Polynésie, c'est que les Polynésiens sont ouverts. On n'est pas face à une population, on va dire, réfractaire à ce genre de choses et fermée. On sait tous que quand on vient en Polynésie, l'accueil, c'est pas une légende, c'est une réalité. Donc après, il va falloir structurer un peu ça, mais ça tend vers ça de toute façon. C'est notre atout principal. On est peut-être loin parfois, mais quand les gens arrivent ici, il y a un tel accueil qu'ils sont contents d'avoir fait le voyage, quoi. Olivier, est-ce que tu as eu une fréquentation d'une clientèle différente, alors on dit pas de clients chez vous, de visiteurs? Oui, de visiteurs, c'est aussi des clients. de visiteurs différents à Te Whare Natura, c'est-à-dire en dehors des locaux ou Alors on reste majoritairement sur une clientèle locale, on est à peu près à, je dirais, 70% de résidents et 30% de touristes internationaux, majoritairement des Américains et puis aussi des métropolitains. Depuis l'ouverture, on n'a pas vu de grandes différences, en tout cas dans cette répartition-là. Il y a eu beaucoup moins de touristes internationaux au début, mais c'est parce qu'on sortait de la phase Covid. On va dire, oui. Et donc, non, pas de grand changement là-dessus. Par contre, je voulais revenir sur les deux points qui étaient abordés par Laurence et Jean-Marc, qui me semblent être le fondement du truc, finalement. Quand on parle d'un tourisme authentique, on parle d'un tourisme d'une rencontre avec les habitants. Et effectivement, l'accueil, il est présent en Polynésie, c'est quelque chose de naturel. Par contre, ça va laisser parfois sur le bord de la route une partie de la population qu'on n'a pas justement formée, qu'on n'a pas accompagnée. Et c'est cette population-là que les touristes vont aussi rencontrer lorsqu'ils vont aller à la plage, lorsqu'ils vont rentrer dans une boutique. Et j'appuie dans le sens de ce que disait Jean-Marc. Cette notion d'accompagnement de la population, c'est quelque chose qui doit être fait finalement au sens très très large. Et on doit faire des ambassadeurs de la destination de chacune des personnes qui vivent sur le territoire. Et ce qu'on fait au Whare Natura, donc le Whare Natura c'est un établissement public, on a un gros volet formation et insertion, donc on travaille beaucoup avec les jeunes des quartiers majoritairement de Papetoai. Et l'idée c'est justement de leur donner une première expérience d'une durée d'à peu près 6 mois dans le secteur touristique, pour que, un peu comme les petites fleurs, là, elles ont besoin de s'épanouir, et il leur faut un cadre bienveillant pour s'épanouir. Et on voit vraiment un changement entre les jeunes qu'on voit arriver au Whare Natura. Là, on en accueille 7 nouveaux là aujourd'hui, par exemple. Là, ils démarrent leur mission ce matin. Et quand on les revoit 6 mois après, on a des jeunes qui sont capables de parler de leur vallée, qui sont capables de parler de leur culture, qui sont capables d'accueillir des visiteurs, parfois même de maîtriser les rudiments de l'anglais. Et je pense que si on veut faire de cette destination quelque chose d'authentique et quelque chose de durable et d'inclusif, c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler, quoi. Ce que disait Jean-Marc. Comment les Théo, quand tu vas sur des salons à l'extérieur, comment est-ce que c'est perçu? Et donc Théo, tour opérateur, pardon. Oui. Comment est-ce qu'ils perçoivent l'offre écotouristique, on va dire, de Polynésie? Ils adhèrent totalement. Entre parenthèses, quelque part, on est en train de préserver leur fonds de commerce. Oui. Donc, non seulement ils adhèrent, mais ils nous soutiennent énormément. Et toute la presse internationale, touristique, enfin en tout cas spécialisée, a vraiment relevé notre stratégie là, qui a été donc publiée officiellement en fin d'année, au début d'année de 2023, et notamment un certain nombre d'objectifs comme de répartir les touristes à travers tous les archipels, en particulier le principe de garder un touriste par habitant. Le principe de garder une destination boutique dans le sens à taille humaine, ce sont des choses qui résonnent auprès des tour opérateurs, mais aussi et surtout auprès des touristes qui sont de plus en plus demandeurs, comme le disait Sandrine à l'instant. Alexandrine, justement, les touristes, quand tu leur proposes, est-ce que tu peux leur faire changer la vie, par contre? Est-ce qu'ils viennent pour un tourisme plus classique? On ne dénigre pas le tourisme plus classique, il fait partie de la Polynésie aussi. Mais est-ce que quand tu leur fais les propositions, est-ce que tu vois qu'ils adhèrent? Majoritairement, oui. Oui, parce que un humain est un humain. Il veut faire en sorte que tout le monde soit heureux, que son impact soit moindre. On parle beaucoup d'environnement en règle générale dans le monde. Donc, quand on leur propose quelque chose et qu'ils voient qu'il y a vraiment un impact, il y a vraiment une rencontre, il y a vraiment une association qu'on rencontre ou des légendes qu'on va vraiment découvrir, ils sont partants. Tu pourrais donner un exemple concret? Un couple de touristes qui a un séjour de 10 jours en Polynésie, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer justement qui soit à la fois le mix de ce qu'on disait? Qui vient, nous on veut faire Tahiti, Bora Bora, Moorea.
Ok, super. Pourquoi? Pour le bungalow, d'accord. Ben, on va essayer peut-être de vous proposer quelque chose d'autre. Pourquoi pas les toits motu en catamaran ou pourquoi pas d'autres petites boutiques hôtels aussi qui, eux, sont plus petits, mais du coup ont un Très proche. personnel Ah oui. qui est déjà la relation client incroyable, mais aussi leur implication dans leur motivation de faire changer les choses beaucoup plus importante. Donc on essaie de rediriger ça et puis aussi, surtout, on essaie de les rediriger vers les autres archipels. Donc 10 jours, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais les Australes, on y retourne, on y revient là. C'est incroyable ce qu'ils ont à offrir. Beaucoup, trop souvent, on dit que Tupouai n'a rien à offrir, par exemple, mais c'est parce qu'il y a tout à faire en fait. Il y a vraiment tout à faire. La population y est tellement prête. C'est juste que voilà, on les accompagne peut-être pas assez. Bon, bien sûr, les desserts sont un petit peu compliqués. Il y a 2 hébergements quand même sur Tupouai, donc c'est un petit peu compliqué, mais l'endroit est incroyable. Et ça, c'est sur les 100 autres îles qu'on n'a pas découvert. Et c'est important. Et je voudrais juste revenir sur cette demande en fait grandissante sur ces tours opérateurs qui sont hyper enchantés de découvrir que la destination de Polynésie française maintenant se tourne vers ça. Clairement, oui. Et depuis quelques années déjà, c'est pour ça qu'on s'est lancé dedans. Par contre, la destination, la population, les activités et les hébergements ne sont pas prêts, pour moi en tout cas. Il y a un gros travail à faire en formation, en accompagnement. Juste là, je dirais pas ce matin, mais presque, j'ai fait un site. Waouh. Oui, voilà, une visite d'hôtel, pardon. Mais voilà, et on en voit, oui, nous, on est hyper éco-friendly. Waouh, ok, ça veut dire quoi pour vous? On trie. Ok, d'accord, super. Et en fait, ils savent même pas de quoi ils parlent. Et ils surfent sur cette vague de nous, on est éco-friendly, mais en fait, on ne sait pas encore de quoi on parle. En tout cas, dans la majorité, c'est pour ça que cette campagne locale va beaucoup sensibiliser la population, que ça soit dans les transports, que ça soit en hébergement, mais aussi dans les expériences, que mettre en valeur ces jeunes. C'est incroyable parce que c'est eux qui vont demain créer les expériences qui leur ressemblent et qui vont faire que la destination touristique en Polynésie soit unique, quoi. Dans le type d'expérience, l'écomusée, donc Ouais, mais on justement, est en plein dedans là, Olivier. En illustration, on bosse beaucoup avec Sandrine, on s'entend très bien, donc ça marche bien. Tu te souviens le projet de restauration de la plage sur lequel il y a des touristes de chez toi qui sont venus. Donc depuis quelques mois, on a commencé à restaurer la plage en fond de baie d'Opunou. C'est une très belle plage de sable noir, mais qui a été fortement dégradée quand ils ont refait la route, les tracteurs, les... Elle était malmenée, oui. Elle était assez malmenée. Et donc là, on a commencé à travailler sur la revégétalisation de cette plage et on l'a fait avec des touristes de Nani Travel qui sont venus très concrètement dans notre pépinière, collecter des plantes, qui ont fait des trous dans la plage, qui les ont plantées. Aujourd'hui, cette plage, elle commence à être correctement restaurée. Les prestataires touristiques y reviennent. Donc, tu vois, finalement, au-delà de l'impact écologique, on a un impact économique aussi pour eux. Ça fait un beau spot de présentation de la baie. Et puis, on va enchaîner là dans les prochaines semaines sur un projet de réintroduction d'espèces endémiques sur la petite zone humide qui est juste à côté de la plage, donc avec une vraie valeur environnementale derrière. Et finalement, tu vois, c'est bien la venue de touristes qui ont contribué, qui ont permis de développer le suite derrière. Donc quand on parle de développement durable, c'est vraiment ce type de projet-là qu'il faut cibler. Des projets où on va rentrer soit par la porte économique, la porte sociale ou la porte environnementale, et où on va générer des impacts positifs sur les 2 autres piliers. Ça veut dire que l'ensemble de ces dispositions, Jean-Marc ou Laurence, c'est-à-dire que le pays doit aussi participer de façon très concrète. Tout à fait. En termes de financement aussi. Oui, mais pas seulement. C'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire comprendre. Et Olivier l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, il y a une structure, il y a un collège du tourisme durable qui va être monté, qui va coordonner un plan d'action. Mais non seulement le gouvernement, mais les acteurs du tourisme, les hôteliers, les pensions de famille, etc. La population doit absolument être consciente de l'intérêt de la chose et surtout de l'intérêt pour eux-mêmes. Et donc s'inscrire totalement dans cette démarche, d'autant que les touristes sont complètement demandeurs. Il y a de nombreuses statistiques qui démontrent que les touristes sont prêts à venir et contribuer à une œuvre justement de développement, que ce soit culturel, environnemental ou autre, au cours de leur séjour, pour avoir une expérience, pour rencontrer la population et avoir des échanges, plutôt que simplement un voyage d'agrément, on va dire, et voilà, on se pose. Alexandrine, sur quels critères tu sélectionnes les partenaires avec lesquels tu travailles?
Ça, c'est déjà c'est le plus gros travail pour nous. C'est vraiment le choix de justement quels produits on va mettre en avant et qu'est-ce on va vendre. Comment est-ce qu'on les fait? C'est des standards qui sont assez compliqués, on va dire, parce que pour le moment, on a des standards assez internationaux, donc on se base sur ça. Nous, par exemple, on travaille avec EarthCheck, avec Green Tripper, des entités internationales qui ne sont pas encore adaptées à la Polynésie française et surtout à un secteur touristique bien défini ici. Donc, on essaie de travailler par exemple avec Yaora, avec Mélinda Baudin, pour faire en sorte que voilà, les pensions de famille, alors il y a ce label des 3 tiarés, ben pourquoi pas avoir aussi des grilles de standards autour de l'environnement, autour de leur formation. Est-ce qu'ils incluent des jeunes, le nombre de femmes qu'ils emploient, des choses comme ça. Ensuite, les prestataires d'activités. On a eu beaucoup de mal. Aujourd'hui, on est obligé de créer nos propres activités, ce que normalement, on n'est pas censé... Enfin, c'est génial, on adore, on est créateur d'expériences. Mais justement, on en a créé une avec Olivier, où on visite la vallée de Moorea, où leur écomusée sont, et on le visite avec leurs guides, qui nous font découvrir cette vallée avec leurs légendes, avec tout leur savoir, un savoir, le savoir du Farenatura au final. Et juste le faire en e-bike, pas en quad, on entend les oiseaux. La dernière fois, Marie-Rose nous disait, vous entendez ces oiseaux? Ça veut dire que la pluie va arriver. Elle compte 5, 4, boum, d'un coup. Mais comment tu sais ça? Mais ça, c'est voilà, l'écoute de ça, la etc. nature. Ouais. Donc, c'est des expériences aussi qui doivent être créées par la population, qui leur ont du sens à eux, c'est leur histoire, que nous, on doit accompagner derrière pour en créer un produit touristique qu'on peut ensuite vendre. Malheureusement, aujourd'hui, on en a très très peu qu'on arrive à voir. Notre menu... on va dire, notre menu d'offres touristiques est très restreint par rapport aux autres agences de voyage, mais on peu plus ciblé, vous y attelez, quoi. Exactement. La demande est très très forte. Exactement. Laurence, vous, avec le service du tourisme, j'imagine qu'une de vos missions, c'est aussi de former, on va dire, des guides, former des gens à la réception, à ranger la réception du touriste dans le cadre de ce qu'on veut faire. Il y a un grand chantier. Il y a beaucoup de formations qui se fait au niveau touristique. Bon, les guides touristiques, c'est quand même l'Institut de la jeunesse et des sports, mais sur subvention du tourisme. Mais on fait il y avait un passeport tourisme jusqu'à présent qui existait, qui permettait de former à l'accueil, voilà, les prestataires d'activités touristiques, les prestataires, les exploitants d'hébergements touristiques. Là, on va mettre en place des formations qui vont s'inscrire un petit peu plus dans le développement durable. Et c'est ce que peut faire le service du tourisme, de la formation, créer une charte d'accueil et la faire appliquer donc à tous les exploitants d'hébergements touristiques. Comme le disait Jean-Marc, ce collège du tourisme durable qui vient d'être créé et qui va se réunir dans les semaines prochainement, va permettre d'avoir un tableau de bord de toutes ces démarches, de toutes ces actions tourisme durable et ensuite de suivre ces objectifs, ces indicateurs. Et c'est là où nous, on intervient réellement. De même que dans les aménagements raisonnés, dans les aménagements touristiques que l'on peut faire, écotouristiques également, comme on peut voir le jardin de Whāroa, le jardin botanique à Ariatea, le jardin de Vaipei, le jardin d'eau à Papeari, voilà, pour ne citer que ces deux-là. On a quelques beaux arguments. Jean-Marc, comment est-ce que, quand tu es sur les salons à l'extérieur, comment est-ce qu'on peut défendre la Polynésie sur cet axe-là écotouristique face à d'autres destinations qui, elles, ont peut-être déjà 10, 15 ou 20 ans d'avance sur nous et qui sont orientées, alors je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas donner d'idées à d'autres personnes, je veux qu'elles viennent en Polynésie. Mais voilà, quels sont tes arguments? Déjà, on n'a pas trop à le défendre parce que, d'une part, sans être prétentieux, la Polynésie est naturellement attractive. Attractive, mais d'une manière assez incroyable. Et quel que soit le salon auquel on assiste, on a vraiment toujours beaucoup de succès. Et le fait d'avoir justement décidé de faire cette stratégie, les gens viennent d'autant plus. Les journalistes, on revient de Berlin, là, on était le mois dernier à ITB Berlin, qui est le plus gros salon européen du tourisme, et tous les journalistes voulaient nous voir pour parler parce que Tahiti offre quelque chose en plus, tout de suite ça fait, enfin pas le buzz, parce que c'est pas un buzz justement. Et puis surtout que ça va dans le sens de la demande et des besoins actuels, quoi.
Et quels sont alors les objectifs principaux de Farihira Maniini, j'ai réussi à le dire, 2027? Alors si vous deviez Alors, vraiment en termes de chiffres, on va dire, moi je vais parler en termes de chiffres, voilà, on veut, aujourd'hui, 2022 a été une très bonne année finalement, hein, on ne s'attendait pas à ça, où on a eu plus de 218 000 touristes. FM27 vise 280 000 touristes, ce qui correspond à un touriste par habitant. Ouais. La stratégie est ambitieuse, mais elle est raisonnable, hein, on ne veut pas plus, la population, je pense, n'en voudra pas plus non plus, il faut que ça soit raisonnable. En termes de chiffres également, pour les retombées économiques, l'année 2019, qui était une très bonne année, on était à 70 milliards de retombées économiques issues du tourisme. Là, on vise en 2027 85 milliards. Et puis, on vise également 6600 clés en hébergement, 550 000 sièges d'avion. Et l'emploi. Et les emplois, 12 000 emplois salariés issus du tourisme. Ben voilà, ça, c'est du concret et on voit qu'on va tous on va tendre vers ça. Nos invités du jour ont su nous montrer que le Fénois est capable d'offrir des séjours éco-responsables et de qualité. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.